Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je suis Clémentine, j'adore les histoires vraies et je pense qu'elles sont le reflet du monde qui nous entoure. Dans ce podcast, le premier dimanche de chaque mois, je vous fais donc découvrir une nouvelle histoire vraie. À la fin de chaque épisode, je vous propose mon analyse et un focus sur une thématique en lien avec l'histoire. Bonne écoute! Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque je viens vous parler de course à pied. Ça fait presque 8 ans que je cours régulièrement et la course à pied c'est pour moi une source de plaisir, un moyen de détente et une manière de me sentir indépendante et forte, de me dépasser. Alors je cours pas pour la performance, déjà parce que je suis pas hyper forte, ou en fait je cours uniquement par rapport à moi-même, uniquement pour essayer de faire mieux que mon dernier meilleur temps. Au cours de ces 8 années de course à pied, j'ai participé à pas mal de courses officielles qui m'ont permis de constater des inégalités dont je vais vous parler dans ce podcast. Le dimanche 7 avril 2024, je cours le marathon de Paris. Ce sera mon 4e marathon et ça fait plusieurs mois que je m'entraîne. Cet épisode sort aussi le dimanche 7 avril et je trouvais que ça faisait du sens de mettre en avant quelques-unes des sportives et précurseuses qui ont ouvert la voie du running aux femmes parce que, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, ça n'a pas été de soi. Et sans elles, je pourrais peut-être pas courir ce marathon aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de Pour de vrai, je vais donc vous raconter l'histoire de ces pionnières qui ont ouvert la voie aux femmes vers la course à pied. La seconde partie sera probablement un peu plus longue que d'habitude, puisque j'ai envie d'interroger la pratique de la course à pied au prisme du genre et de me questionner notamment sur la présence des femmes dans les compétitions. Vous verrez, j'ai fait des petits calculs et des statistiques maison. À l'heure où vous écoutez ce podcast, je suis peut-être en train de souffrir au 30e kilomètre, ou alors j'ai terminé et je savoure une bière, mais dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Commençons avec un peu d'histoire. En 1894, Pierre de Coubertin crée le CIO, le Comité international olympique, dans le but de réinstaurer les Jeux olympiques, une compétition sportive inspirée des Jeux de la Grèce antique. La première Olympiade moderne a lieu à Athènes en 1896. Durant les 9 jours de compétition, 241 sportifs, tous des hommes, s'affrontent dans 9 disciplines différentes. Depuis, vous le savez, les Jeux olympiques se déroulent tous les 4 ans, en version été ou hiver. Ils se sont développés puisque le nombre de disciplines augmente régulièrement et que les athlètes participants se comptent maintenant en milliers. Et les spectateurs en millions, voire en milliards, grâce à la diffusion à grande échelle. Et cet été, nous n'allons pas pouvoir échapper aux Jeux olympiques de Paris, qui, avant même d'avoir commencé, font déjà parler d'eux, puisqu'ils sont déjà assez catastrophiques sur les plans sociaux et écologiques. Bon, j'ai envie de dire que ça devient une constante avec les grandes compétitions sportives. Mais revenons à Pierre de Coubertin et à sa vision pour les JO. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas favorable à la participation des femmes. Pourtant, dès 1900, quelques disciplines sont autorisées aux femmes, comme par exemple le tennis, contre la volonté de Pierre de Coubertin, qui se déclare ouvertement hostile. Je l'ai dit, il avait une vision très claire de son Olympiade idéale, donc virile, et il a fait plusieurs déclarations à ce sujet qui sont devenues célèbres. Par exemple, dans un texte publié dans la Revue olympique en 1912, nommé « Les femmes aux Jeux olympiques », Pierre de Coubertin affirme « Nous estimons que les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter « incorrecte ». Telle serait, à notre avis, cette demi-Olympiade féminine. Et il ajoute « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Peut-on consentir aux femmes l'accès de toutes les épreuves olympiques? Non? Alors, pourquoi leur en permettre quelques-unes et leur interdire les autres? Et surtout, sur quoi se baser pour établir la frontière entre épreuves permises et épreuves défendues? Il n'y a pas que des joueuses de tennis et des nageuses. Il y a aussi des escrimeuses, des cavalières, et en Amérique, il y a des rameuses. Demain, il y aura peut-être des coureuses, ou même des footballeuses. De tels sports, pratiqués par des femmes, constitueraient-ils un spectacle recommandable devant les foules qui assemblent une Olympiade? Voilà, on comprend bien que pour lui, les femmes qui font du sport, c'est moche, et c'est incorrect. Parce qu'il y a toujours cette idée, il faut que les femmes soient belles, et donc, si elles font du tennis, ça va, elles ont des petites jupes, c'est joli. Mais si elles font de la course à pied ou du football, alors là, non.
Ah non, là, c'est pas possible. Et puis surtout, elle risque d'avoir des muscles, et puis ça, des femmes avec des muscles, il n'y a rien de pire. Dans la vision de Pierre de Coubertin, les femmes, ça doit rester fragile et être gracieuse en toutes circonstances. Mais bon, peu à peu, certaines disciplines s'ouvrent quand même aux femmes, puisque visiblement, au sein du CIO, tout le monde n'est pas aussi misogyne que Pierre de Coubertin. Aux Jeux Olympiques de 1928, à Amsterdam, une des participantes du 800 mètres, donc la course la plus longue autorisée aux femmes à ce moment-là, s'effondre à l'arrivée. Pas de bol, la scène est filmée et elle sera souvent utilisée pour montrer qu'en fait les femmes sont trop fragiles pour la course à pied. Et on dit encore une fois que les femmes qui font des efforts, c'est moche et donc on veut pas voir ça. Suite à cet incident, l'épreuve du 800 mètres femmes est retirée du programme des Jeux Olympiques de 1932 et elle sera à nouveau disputée par les femmes qu'en 1960. Entre-temps, les femmes n'ont pas le droit de courir plus de 100 mètres. En 1935, au cas où on n'aurait pas compris, Pierre de Coubertin en rajoute une couche puisqu'il déclare « Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Au JO, le rôle des femmes devrait surtout être, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. » qui renvoie encore à l'aspect décoratif des femmes et à sa perception du sport vraiment comme une école de la virilité. Cette idée que les femmes doivent être gracieuses quand elles font du sport, etc., ça va vraiment durer. Et il y a aussi une autre raison qui fait qu'on ne laisse pas les femmes courir plus de 800 mètres, c'est qu'on disait qu'il y avait un risque pour leur santé. Donc il y avait des médecins qui expliquaient très sérieusement que les femmes qui couraient, par exemple, risquaient de voir des poils leur pousser sur la poitrine, qu'elles risquaient de devenir des hommes et qu'il y avait aussi le risque que leur utérus se décroche, donc qu'il tombe parce qu'elles courent. Bon, ça peut faire rire et paraître complètement ridicule, mais on s'est basé sur ça pendant longtemps pour empêcher les femmes de courir. Derrière ça, il y a évidemment l'idée que la femme est la garante de la perpétuation de l'espèce, qu'elle est là pour se reproduire et donc qu'il faut qu'elle reste fertile. Et évidemment, si le sport est un risque pour la fertilité des femmes, il faut l'éviter et donc leur interdire de faire les sports considérés comme dangereux. Cette idée que le sport était mauvais ou dangereux pour les femmes a prévalu jusque dans les années 60. Comme je l'ai dit, pendant longtemps, les femmes ne sont pas autorisées à courir des distances de plus de 100 mètres et avant les années 60, il paraissait inimaginable qu'une femme soit capable de courir un marathon. Donc on va le voir ensemble, les femmes ont pris le droit de courir, ça a été une bataille, une lutte pour conquérir ce droit de courir. Je vais donc vous parler de quelques femmes qui se sont illustrées dans la pratique de la course à pied et qui ont contribué à l'ouverture et à l'accessibilité progressive de ce sport. Premièrement, on peut mentionner Fanny Blankers-Koen, une Hollandaise mère de 2 enfants, surnommée Flying Housewife, qui a remporté 4 médailles dans des disciplines d'athlétisme aux Jeux Olympiques de 1948. Et c'est à partir des années 60 que la pratique de la course à pied hors stade, bien qu'encore confidentielle, commence à se développer. Et bien sûr, les femmes ont envie d'y prendre part. En 1966, Bobby Gibb est la première femme à prendre le départ du marathon de Boston. Elle prend le départ sans y être inscrite, donc sans dossard. Il faut savoir que le marathon de Boston, c'est un marathon assez symbolique puisque c'est le plus vieux marathon annuel du monde qui a lieu depuis 1897. Au départ, Bobby Gibb se fond donc dans la masse des coureurs et elle termine la course sans que ça soit officiellement reconnu puisqu'elle n'avait pas de dossard officiel. À l'époque, aux États-Unis, la Fédération américaine d'athlétisme n'autorisait pas les femmes à courir plus de 1,5 miles en compétition, mais Bobby Gibb venait de prouver qu'elle était capable de courir un marathon, donc 42 km. Un an plus tard, en 1967, Catherine Switzer, une athlète de 20 ans, décide de courir le marathon, inspirée par Bobby Gibb. Mais elle veut le faire officiellement avec un dossard. Elle considère vraiment ça comme un acte militant, d'ailleurs elle est assez claire là-dessus. Catherine Switzer va voir son entraîneur, Arnie Briggs, qui essaye de la dissuader de participer au marathon. Il lui dit qu'elle va avoir des poils qui poussent sur les seins et il lui parle des risques pour sa fertilité et des problèmes d'utérus. Donc toujours le même discours, mais elle ne se laisse pas décourager. Elle plaide que le règlement du marathon de Boston n'interdit pas explicitement aux femmes de participer et pour lui prouver qu'elle est capable de courir le marathon sans avoir de poils qui lui poussent sur les seins, à l'entraînement, elle parcourt plus que la distance d'un marathon, 42 km ou 26 miles. Et donc, elle finit par convaincre son entraîneur, Arnie Briggs. Catherine s'inscrit donc officiellement à la course, mais pour qu'il ne soit pas trop évident que c'est une femme, elle s'enregistre sous ses initiales KV Switzer.
Le jour de la course, elle porte le dossard 261. Elle prend le départ parmi les autres concurrents. Sa page Wikipédia précise qu'elle est maquillée et qu'elle porte du rouge à lèvres. Je sais pas trop l'intérêt que ça a de le préciser, mais je pense que c'est pour bien montrer qu'en fait elle se cache pas. Donc elle commence à courir, entourée de son entraîneur et de son compagnon, Tom Miller. Au 6e kilomètre, elle est remarquée par le véhicule des journalistes et des organisateurs qui suit la course, et on lui demande de s'arrêter, mais elle continue de courir. Il y a un organisateur qui va alors en venir aux mains, en la tirant par le t-shirt et tente de l'extraire de la course. Il essaie de lui arracher son dossard. Il lui aurait crié « Tirez-vous de ma course et donnez-moi ses numéros !» Il existe une photo de ce moment qui est très connue et qui a fait le tour du monde. Sur le moment, Catherine est défendue par Tom Miller, qui court avec elle, et donc il pousse l'organisateur sur le bas-côté d'un coup d'épaule, et puis Catherine, elle peut finalement poursuivre sa course, et elle termine le marathon avec un temps d'environ 4h20. À la suite de sa course, Catherine Switzer est disqualifiée, elle est considérée comme si elle avait triché, et en plus elle est suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme. Bon, finalement, quelques années plus tard, le marathon de Boston va autoriser les femmes, en 1972, et évidemment, à la première édition qui autorise les femmes, Catherine est sur la ligne de départ, et elle finit 3e de la course. Là, je pense qu'il est important de souligner que ce moment coïncide avec la vague de liberté de la fin des années 60 et du début des années 70, aux États-Unis comme en Europe. En effet, à cette période, on assiste à la libération des mœurs et de la sexualité. Ça contribue d'une certaine manière au développement de la course à pied qui s'inscrit dans cette recherche de liberté. Courir en short dans la rue, les cuisses et les bras à l'air, a cessé d'être une atteinte aux bonnes mœurs. Par la suite, l'avènement de la société de consommation va avoir une influence sur la course à pied, avec l'apparition de tenues colorées, la création de chaussures spécifiques et bien sûr le développement des courses qui deviennent un business. Dès les années 80, on va aussi assister à tout un mouvement de contrôle du corps, c'est-à-dire que le sport n'est plus vraiment seulement un loisir ou n'est plus pratiqué uniquement pour le plaisir, selon l'esprit des années 60, mais il devient un moyen d'être en bonne santé, mais surtout d'être beau et belle. L'exemple le plus parlant, c'est le développement de l'aérobic pour les femmes. Fait du sport, mais en leggings fluo, moulants, en étant apprêtées et sans trop transpirer. Donc on voit qu'on a quand même du mal à sortir de cette vision de la femme qui doit rester désirable, quoi qu'elle fasse. Revenons aux années 70. En France et en Suisse, la course à pied commence vraiment à se démocratiser. Ce souffle de liberté et cet intérêt pour la course à pied se traduit par la création du magazine Spiridon en 1972. La devise de Spiridon, c'est « Courez tous avec nous ». Leur objectif, c'est de démocratiser la course à pied, de la rendre accessible à tous et à toutes. J'insiste sur le tout parce que vraiment, il va y avoir une volonté d'inclure les femmes. Et dans ces articles, le magazine insiste sur cet aspect de liberté, l'idée de la course à pied pour le plaisir, sans forcément d'objectif de chronomètre ou de performance. En 1973, Jean-Claude Moulin lance, en Lozère, la mythique course Marvejols-Minde. C'est une course de 23 km qui a la particularité, à l'époque, d'être la seule course ouverte à tous et à toutes, aux hommes et aux femmes. Il explique dans l'article intitulé « Courir, c'est aussi militer », paru en 2020 dans le journal La Croix. J'étais sur la lancée de mai 68. Ça répondait à un besoin de liberté. Dans le monde de la course à pied, il le fallait aussi continuer l'appel d'air de 68. Puisqu'ils interdisent, on va le faire. C'était complètement archaïque, nous étions des précurseurs. Plus loin, il dit « Les femmes devaient se cacher à l'époque. Ma compagne, par exemple, avait pris le départ du marathon de Troyes en 1976 ou 1977. À l'époque, les gens de la fédération lui avaient arraché le dossard pour la déclasser, sinon le marathon entier n'était pas considéré comme valable. » Bon, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle clairement l'expérience vécue par Catherine Switzer 10 ans auparavant. Et puis, on va le voir, ce genre de mésaventure s'est visiblement répété un peu partout où les femmes ont voulu prendre le droit de courir. En Suisse, vous avez peut-être entendu parler de la Valaisanne Odette Vetter. En 1975, elle s'inscrit à la course Mora-Fribourg, une course commémorative qui relie, comme son nom l'indique, la ville de Mora à celle de Fribourg. Cette course, c'est une course très populaire, considérée par beaucoup de coureurs suisses comme la course de l'année, et Odette, qui court et adore ça, veut y participer. Un jour, j'avais décidé de faire Mora-Fribourg, mais voilà, c'était interdit aux dames. J'ai décidé de quand même courir, mais je me suis déguisée presque en homme. Je ne pouvais pas m'inscrire sous le nom de Odette Vetter. Il fallait mettre un nom d'homme. Alors je crois que j'étais Joseph. À l'époque, on devait chercher le dossard sur place et je ne pouvais pas me présenter au stand des dossards. Alors c'est mon mari
qui est allé le chercher. Au départ, elle est repérée par le président de l'organisation qui, clairement, l'engueule. La scène est filmée et elle contribuera sûrement à faire changer les mentalités. Puis quand il est arrivé tout fier avec mon dossard, là, il m'a présenté le dossard, il y a le président de l'organisation de Morat-Fribourg. Ah ben, il a vu que moi j'avais un dossard, que j'allais courir, puis que j'étais une dame. Alors il m'a insulté, hein, il m'a traité de tous les noms. Ça, nous avons une épreuve nationale organisée d'après des coordonnées. Nous avons les problèmes, c'est des problèmes des Mars, c'est des problèmes de Nantes, c'est des problèmes de WC, des problèmes de douche. Si je ne viens pas dans votre famille, moi, m'imposer, vous allez tout nous foutre partir avec ces trucs-là. Odette prend quand même le départ, ainsi que quelques autres femmes qui portent des t-shirts avec l'inscription « Pourquoi pas les femmes ?» Jusqu'à l'arrivée, elles ont peur de se faire attraper et sortir de la course. Finalement, elles parviennent à finir la course et 2 ans plus tard, en 1977, la course Morat-Fribourg admet officiellement les femmes. Il est intéressant de remarquer que dans les 2 histoires que je vous ai racontées, celle de Catherine Switzer, mais aussi celle d'Odette Vetter, les coureurs sont généralement assez ouverts à ce que les femmes courent avec eux, et que c'est vraiment au niveau des organisateurs que ça bloque. Après ça, les mentalités quand même évoluent un peu et peu à peu, les femmes sont autorisées à participer à des courses plus longues. Lors des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, pour la première fois, l'épreuve du marathon est ouverte aux femmes. Une 50aine d'athlètes prennent le départ, parmi lesquels la Suissesse Gabriela Anderson-Schiess. C'est au mois d'août, il fait extrêmement chaud et le parcours du marathon passe par une autoroute, donc le béton emmagasine et renvoie à la chaleur aux coureuses. C'est vraiment des conditions très difficiles. La course est remportée par l'Américaine Joan Bonwat qui termine en 2h24. Mais l'image qui va rester dans toutes les mémoires, c'est celle de Gabriela Anderson-Schiess qui arrive dans le stade environ 20 minutes après la gagnante, en chancelant. En fait, pour terminer, elle doit faire un tour de stade et il lui faudra plus de 5 minutes pour l'effectuer. Elle est visiblement déshydratée, elle avance en zigzagant, elle marche d'une manière complètement désarticulée. Elle expliquera plus tard qu'elle avait l'esprit clair, mais que ses jambes refusaient de lui obéir. Donc elle termine quand même la course et est immédiatement prise en charge par les équipes médicales. Finalement, tout se termine bien pour elle, mais les images de cette femme à bout de force faisant ce tour de stade laborieux ont été reprises partout. Et les réactions divergent. D'un côté, on salue son courage et sa détermination, on dit que ces images incarnent l'esprit même des Jeux olympiques, donc le dépassement de soi, et d'un autre côté, les détracteurs de la participation des femmes aux Jeux olympiques et au marathon les mettent en avant comme une preuve que les femmes ne seraient pas faites pour courir, évidemment sans tenir compte du fait que les autres participantes ont terminé leur course sans problème. Depuis, les femmes ont le droit de courir des marathons et même des courses beaucoup plus longues, mais on constate quand même que certaines idées ont la vie dure. Par exemple, l'épreuve du saut à ski, qui existe depuis 1924 pour les hommes, n'a été ouverte aux femmes qu'en 2014 aux Jeux olympiques de Sotchi. La raison ? On pensait encore que ça pouvait nuire à la fertilité des femmes ou décrocher l'utérus au moment de l'atterrissage. 2014, ça fait pas longtemps. Pour revenir à la course à pied, les femmes font encore régulièrement les gros titres. On peut citer par exemple Emma Pallant-Brown, une athlète britannique qui a dû se justifier pour une tache de sang sur son vêtement lors d'un triathlon en mai 2023. Elle a reçu de nombreuses critiques pour avoir laissé apparaître une tache de sang due au fait qu'elle avait ses règles et qu'elle n'ait pas cherché à la cacher. Et elle a répondu en disant simplement que c'était la réalité des femmes dans le sport. Toujours en 2023, une autre athlète s'est fait remarquer, Sylvia Nordskar. Elle a passé la ligne d'arrivée du marathon du Mont Blanc avec le nez en sang et les vêtements du coup pleins de sang. Les photos ont fait le buzz parce que c'est assez impressionnant. Et dans un article qui s'interroge sur pourquoi ces photos font autant le buzz, est avancée l'explication que c'est parce qu'on associe toujours les femmes à la fragilité et aussi parce qu'on n'aurait pas l'habitude de voir des femmes blessées. Mais je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est parce que finalement elles défient encore une fois les normes de genre en n'étant pas belles et attirantes, mais en étant sales, pleines de sang et en continuant malgré tout à courir. Et on voit aussi régulièrement dans la presse des articles qui concernent des femmes qui courent le marathon enceintes de 8 ou 9 mois. Et même si, d'un point de vue médical, c'est pas conseillé, on retrouve là cette obsession pour la fertilité des femmes et un renvoi à leur fonction première de mère et de reproductrice. Voilà pour ce petit panorama de la conquête du droit de courir par les femmes.
Je vais maintenant passer à la partie sur mon point de vue et mon analyse. J'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord, si, comme on l'a vu, les femmes ont conquis le droit de courir et de participer à des courses officielles, comme dans la plupart des domaines, il subsiste beaucoup d'inégalités et de sexisme. La première chose que je voulais relever, et dont j'ai d'ailleurs déjà un peu parlé, c'est qu'on parle souvent de la course à pied pour les femmes, comme du sport en général, comme d'un moyen de garder la ligne ou de perdre du poids. Je suis par exemple tombée sur un livre sur la course à pied pour les femmes qui s'appelle, ouvrez les guillemets, Courir au féminin, une passion, guide pour toutes les femmes qui souhaitent garder la forme, maigrir et s'amuser avec la course à pied, fermez les guillemets. Donc c'est un livre qui est sorti en 2016 aux éditions Grémez. On remarque que l'ordre des raisons pour courir est très clair. 1. Garder la forme, 2. Maigrir et 3. S'amuser. Donc on court avant tout pour des raisons esthétiques ou de santé et après, un peu en bonus, si on s'amuse, c'est pas si mal. Et vraiment, j'ai jamais vu un tel titre sur les autres livres consacrés à la course à pied, c'est-à-dire qui s'adressent aux femmes et aux hommes, puisque tous les livres qui ne s'adressent pas aux femmes s'adressent en fait spécifiquement aux hommes, puisque les hommes, c'est le neutre. On voit aussi refleurir à chaque printemps, dans la presse féminine, des articles du type « Le secret de mettre le nom d'une star à la plastique parfaite pour garder la forme, la course à pied ». Et je dois vous avouer que ça m'agace, parce que s'il y a une chose que je pense les exemples de cet épisode montrent bien, c'est que les femmes courent parce qu'elles aiment ça, parce qu'elles en retirent du plaisir, et pas uniquement pour garder la ligne ou être attirante physiquement. Et c'est pénible, en tant que femme, d'être toujours ramenée à son apparence physique. Pour moi, la course à pied, elle participe à une sorte de subvertissement des normes. En courant, on ne cherche pas la beauté, mais il y a plutôt une idée de reconquête du corps pour ce dont il est capable. En courant, finalement, on se réapproprie notre corps et on devient sujet plutôt qu'objet. Et comme j'en ai parlé, il y a aussi la liberté qui est très importante dans la pratique de la course à pied. Et en tant que femme, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on reprend l'espace public, la ville, le dehors et qu'on se le réapproprie, alors qu'en général, les femmes ne sont pas les bienvenues dans l'espace public. Après, dans cette analyse, je ne vais pas entrer dans toutes les problématiques de harcèlement parce que, évidemment, courir dans l'espace public, a fortiori en short, en été, etc., nous expose évidemment à du harcèlement, à des coups de klaxon et à des remarques déplacées. Par ailleurs, il y a une chose que j'ai toujours trouvée assez cool dans la course à pied, c'est que lors des courses officielles, tout le monde prend le départ en même temps. C'est-à-dire que les élites, les sportifs et sportives professionnels et les amateurs et amatrices courent la même course. Bon, on n'arrive pas au même moment, mais je trouve ça toujours assez sympa que tout le monde court ensemble, de manière mixte la plupart du temps. Par contre, dans les courses officielles, type 10 km, semi-marathon, marathon, etc., pour avoir couru toutes ces distances régulièrement, il y a une chose qui m'a toujours interpellée, c'est que plus la course est longue, moins il y a de femmes. Alors, comme ça, c'est clairement une impression, un constat que moi j'ai fait en regardant autour de moi selon la course. Mais j'ai voulu vérifier. Et donc, c'est là qu'entrent en scène mes petits calculs. J'ai pris quelques courses suisses auxquelles j'ai participé ces dernières années. Il faut avouer que c'est pratique parce que les données des participants et des participantes, souvent classées par genre, sont accessibles en ligne. Prenons par exemple la course Mora-Fribourg, puisque j'en ai parlé plus tôt. En 2023, il y a 2 distances possibles, le grand parcours, 17 km, et le demi-Mora-Fribourg qui fait un peu plus de 8 km et demi. Sur le grand parcours, cette année-là, il y a 3802 hommes qui ont terminé la course contre 1750 femmes, soit une proportion de 31,5% de femmes, à peine un tiers. Le petit parcours maintenant, 8 km, il y a plus de femmes que d'hommes sur la ligne de départ, 658 femmes contre 531 hommes, soit 55% de femmes. Déjà, là on voit la différence, 31% de femmes pour les 17 km contre 55% pour le 8 km. Autre exemple, celui du marathon de Lausanne de 2018, auquel j'ai aussi participé. La course marathon de Lausanne comprend les distances du 10 km, du semi-marathon et du marathon, donc 42 km. Premier constat, plus la course est longue, moins il y a de participants tout court. Il y a environ 3 fois moins de gens qui ont couru le marathon que les 10 km. Ce qui est assez logique en fait, parce que courir un 10 km c'est beaucoup plus accessible que courir un marathon. Mais, sur les 1207 personnes qui ont terminé le marathon, seuls 20% étaient des femmes. 1 sur 5. Donc on était à peu près à 1 sur 3 pour les 17 km du Mora-Fribourg, 1 sur 5 pour les 42 km du marathon, et en comparaison, le même jour, les finishers du 10 km étaient 48% de femmes, donc presque la moitié, 1 sur 2. Et dernier exemple,
la mythique course de montagne Sierzinal. C'est une course de 30 km et 2000 mètres de dénivelé positif. En 2022, elle comptait 15% de femmes finishers, soit 85% d'hommes. L'hypothèse se confirme. Plus la course est longue et ou, entre guillemets, difficile, technique, moins il y a de femmes. J'ai fait d'autres statistiques sur d'autres courses, je ne vais pas tout vous détailler, mais cette tendance se confirme à chaque fois. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi ? Ma conclusion sur ces chiffres édifiants, c'est que la pratique de la course à pied est le reflet des dynamiques et des inégalités qui traversent la société. On sait que pour courir un marathon dans de bonnes conditions, il faut idéalement s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Certains amateurs s'entraînent même jusqu'à 6 fois par semaine. Quelle femme peut faire ça ? C'est une question rhétorique, évidemment, je sais bien qu'il y a des femmes qui peuvent le faire et des hommes qui n'ont pas le temps de faire ça. Mais c'est une manière de dire qu'on sait encore aujourd'hui que les femmes assurent la majorité des tâches ménagères, même si, gentiment, l'écart se réduit. En 2020, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, les hommes consacrent en moyenne 19 heures par semaine au travail domestique ou familial, contre presque 28 heures pour les femmes. C'est sûr que ça laisse moins de temps pour s'entraîner. Un autre gros facteur d'inégalité, c'est évidemment la maternité. Les femmes arrêtent ou diminuent fortement leur pratique sportive pendant la grossesse et les premières années de vie d'un enfant. C'est assez observable pour les sportifs et sportives professionnels. Et à ce titre, je trouve que l'exemple du couple formé par Kilian Jornet et Emily Forsberg est édifiant. Ce sont tous les deux des trailers professionnels, et on voit bien la différence entre eux deux en comparant leurs palmarès respectifs. Jusqu'à 2018, tous les deux participent à plein de courses internationales, mais Emily Forsberg n'a quasiment aucune participation et pas de victoire de course entre 2018 et 2022. En consultant sa page Wikipédia, on apprend que le 24 mars 2019, Emily Forsberg a donné naissance à une petite fille, puis à une seconde en avril 2021. Qu'en est-il pour Kilian Jornet, son compagnon et le père des deux filles précitées ? Eh bien, il a remporté les éditions de 2018, 2019, 2020 et 2021 de la course Sierzinal, entre autres exploits. Donc je rappelle, ses filles sont nées en 2019 et 2021. Je vous épargne les détails de l'Annapurna Trail Marathon et des championnats du monde de skyrunning, mais en gros, la paternité n'a pas l'air d'avoir eu de conséquences sur sa carrière sportive. Emily Forsberg, elle, a repris la compétition en 2022. Alors, évidemment, c'est un exemple un peu extrême, un couple de coureurs et coureuses professionnels, et peut-être qu'ils ont pris cette décision à deux, je ne sais pas les détails, mais finalement, ça reflète un phénomène qui, assez logiquement, s'applique aussi pour les sportifs et sportives non professionnels. Donc j'ai cherché des études sur ces thématiques de la course à pied et de la maternité, mais j'ai pas trouvé d'article qui parlait spécifiquement de la course à pied. Par contre, une enquête genevoise s'intéressait à la pratique sportive des femmes après la maternité, et on y trouve les chiffres suivants. 75% des femmes ayant répondu à l'enquête disent avoir dû réduire ou suspendre leur activité sportive dans leur vie, et les principales raisons de cet arrêt sont, par ordre, les enfants, la famille, la grossesse, puis le travail, ensuite le manque de temps et finalement des problèmes de santé. J'ai aussi trouvé un article du Femina qui date de 2021 et dont le titre est « Femmes et sport, la longue marche vers l'égalité ». Cet article cite une étude menée par la ville de Lausanne qui s'appelle « La politique sportive lausannoise à l'épreuve du genre » et qui dit notamment que les principaux obstacles à la pratique sportive sont le manque de temps, notamment à cause de la vie familiale. Cette étude met aussi en lumière d'autres obstacles à la pratique sportive comme la peur du regard des autres, un sentiment ou une expérience d'insécurité et le manque d'infrastructures qui ne soient pas prises d'assaut par les hommes. Parce qu'en effet, d'après cette étude, 93% du temps, ce sont les hommes qui occupent les terrains de sport subventionnés par la ville de Lausanne. Ce rapport soulève aussi une question intéressante, c'est celle de la place qui est donnée aux femmes dans les institutions sportives. La question du harcèlement est aussi un paramètre et un obstacle. Toujours selon cette étude lausannoise, 19% des femmes interrogées disent avoir été victimes d'actes ou de paroles sexistes, remarques déplacées, sifflements, attouchements, invectives, harcèlement dans leur pratique sportive. Donc ça s'ajoute évidemment à d'autres freins structurels cités précédemment. Toujours le même article cite un autre rapport, international cette fois sur les femmes et le sport, publié par l'Union mondiale des villes olympiques, qui arrive à peu près aux mêmes conclusions concernant le temps, puisqu'il rapporte les chiffres suivants. 75% des sportives ont dû réduire ou même arrêter leur sport par manque de temps. 70% des sportives qui travaillent à plein temps et ont des enfants de 0 à 14 ans disent se sentir toujours ou très souvent sous la pression du temps, contre 56% des hommes.
Bon, ça fait déjà longtemps que je parle et il y aurait encore beaucoup de sujets liés à la course à pied que je pourrais aborder, comme par exemple, est-ce que la course à pied est un sport de riches ? Je ne vais pas entrer dans les détails de cette question qui est hyper intéressante, mais en tout cas, une chose est sûre, si on dit souvent que la course à pied c'est un sport pas cher, il suffirait d'avoir une paire de baskets et c'est parti. Participer à des courses coûte cher. Je reviendrai peut-être un jour sur cette question de la classe sociale et du sport, mais avant de terminer cet épisode, je voulais faire un point sur la question de l'impact écologique de la course à pied. Parce qu'à première vue, l'impact écologique de la course à pied est assez restreint. Donc on peut se dire que la course à pied, c'est un sport avec assez peu d'impact écologique, et je pense que comparé à des sports comme le hockey sur glace ou le ski par exemple, qui demandent beaucoup d'infrastructures, et de faire de la glace ou des canons à neige ou des remontes de pente, etc. La course à pied, ça va. Mais ce qu'il est intéressant de garder à l'esprit, c'est qu'au-delà de la simple pratique de la course à pied, ce sont bien les courses et les compétitions qui ont un véritable impact, puisque lors des ravitaillements dans les courses, des milliers de bouteilles d'eau sont distribuées. J'ai trouvé le chiffre de 500 000 bouteilles en plastique distribuées sur le marathon de Paris 2018, et il y a fort à parier que ce sera à peu près pareil sur celui de 2024. Il y a aussi les t-shirts, les médailles, les cadeaux de finishers qui sont quand même pas indispensables, même si ça fait un souvenir. À noter que de plus en plus de courses laissent le choix de ne pas en recevoir ou communiquent sur le fait qu'elles font des efforts pour limiter leurs déchets. Certaines courses aussi promettent de reverser une partie de la finance d'inscription à des organismes qui plantent des arbres ou préservent l'environnement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon sens, ça sent vraiment le greenwashing et je pense qu'il faut rester vigilant et vigilante à ce genre d'arguments et de possibles dérives. Sur les courses officielles, il faut aussi évidemment prendre en compte le déplacement pour se rendre sur place. Quand ça concerne des milliers de personnes, ça commence à avoir un impact. Tout ça pour dire que c'est pas parce que la course à pied en elle-même a l'air écolo que ça n'a pas d'impact et je pense que c'est important de pas l'oublier. Et pour conclure, c'était important pour moi d'exprimer la conscience que j'ai du privilège que c'est de pouvoir courir, de pouvoir faire du sport librement, grâce à ces femmes qui ont défié les conventions pour conquérir ce droit, mais aussi du privilège que c'est d'avoir un corps valide, d'avoir les moyens financiers et en temps de faire ça, de m'entraîner 3 fois par semaine depuis quelques mois et de me rendre à Paris pour courir ce marathon. Vous venez d'écouter Pour de vrai et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître Pour de vrai, vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Et pour ne rien rater en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt!